Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent et notre grande interrogation du jour. Sahel Ouattara sollicite l'aide de l'OTAN après l'Ukraine, l'Afrique. C'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, l'OTAN examine actuellement des options pour un soutien accru du G5 Sahel, une force anti-djihadiste multinationale, indique d'ailleurs dans une lettre récente au Conseil de sécurité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ce soutien de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pourrait s'exprimer par le biais de son agence de soutien et d'approvisionnement. Eh bien, l'OTAN prévoit de mener sa propre évaluation qui éclairera sur son futur engagement dans la région du Sahel, précise sans autres détails le chef des Nations Unies dans une missive. Eh bien, cette fois encore, c'est Alassane Dramane Ouattara qui est entré dans la danse. Il sollicite désormais l'aide de l'OTAN pour régler le problème dans le Sahel. Nous nous interrogeons cependant, en quoi Alassane Dramane Ouattara est-il concerné par les problèmes du Sahel? Depuis quand l'OTAN résout-il les problèmes liés au terrorisme si jamais cette organisation a réussi un jour à régler un quelconque problème, pour ne pas dire un souci? Eh bien, les Africains et Ouattara en premier a-t-il oublié, ou alors ont-ils oublié, la Libye? Nous le savons tous, ils ne travaillent pas pour l'Afrique, mais contre l'Afrique. En tout cas, c'est ce que nous connaissons du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. D'ailleurs, depuis le mois de novembre 2021, il faut préciser que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait réagi aux déclarations d'Emmanuel Macron demandant plus d'implication de l'organisation militaire au Sahel. Si la France demande l'aide de l'OTAN, les alliés le prendront très au sérieux, avait-il déclaré. Voilà pourquoi nous nous interrogeons au cours de cette autre édition de Parole panafricaniste. Sahel, Ouattara sollicite l'aide de l'OTAN après l'Ukraine. L'Afrique, c'est notre grande interrogation. Et pour nous accompagner, nous sommes avec Albert Anatole Haïssi. Il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole Haïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joselongos. Je dis bonjour aux nombreux téléspectateurs de notre télévision, la Panafricaniste TV. Cette chaîne qui monte dans les diverses plateformes numériques, oui, en attendant n'est-ce pas, sa migration bientôt dans d'autres plateformes plus peut-être visibles. Un bonjour particulier au peuple centrafricain qui est en train d'engager une véritable révolution pour sortir justement du nazisme monétaire au travers justement le Bitcoin, qui est désormais une monnaie légale de ce côté-là, mais qui fait tomber en transe justement la BEAC et ses supplétifs sur le continent africain. Un bonjour également au peuple nigérien qui se bat en dépit justement de cette dictature qui est soutenue à la fois par justement l'Union européenne, par Macron, et justement par, bien sûr, M. Ouattara et l'OTAN. Je pense que vous avez évoqué ça tout à l'heure. Donc, coup de gueule ce matin, Steve Joselongos. En fin 2020, le gouvernement malien a acheté un avion de transport tactique pour lutter contre le terrorisme, n'est-ce pas, du côté de l'Hexagone. Il s'agit d'un C-295 qui a été acheté rubis sur ongle sur fonds propres, mais paradoxalement, la livraison de cet avion a été bloquée par les Américains, par les États-Unis. Les mêmes gens qui vous disent qu'ils vont venir lutter justement contre le terrorisme vont venir aider les pays du Sahel à lutter contre le terrorisme. C'est des mêmes gens justement qui refusent de livrer à un État souverain un bien qu'il a légalement et régulièrement acheté. Je pense qu'il faut comprendre où sont les enjeux et où se trouve la tromperie. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole Haïssi. Et notre grande interrogation du jour, Sahel, Ouattara sollicite l'aide de l'OTAN. Après l'Ukraine, l'Afrique, nous vous poserons la question donc, Albert Anatole Haïssi. Que peut l'OTAN dans le Sahel? Écoutez, monsieur Joselongos, la thématique que vous mettez en débat intervient dans le contexte que vous connaissez. Le contexte où les raquis de navires, notamment le départ du Mali, oui, le retrait désormais par le Bénin
de son contingent de ce côté-là, qui est dont le départ définitif est annoncé pour début 2023, et qui est la conséquence de ce que, depuis plus de 9 ans, que ces gens sont sur le Sahel, oui, la situation sécuritaire s'est lamentablement dégradée. En lieu et place des véritables solutions stratégiques, sécuritaires et en matière de défense, eh bien, Paris qui s'est targué, qui s'est bombé, qui se bombe le torse d'avoir vu tomber en territoire malien 53 de ses soldats et qui a pris l'engagement devant tout le monde de pouvoir aider le Mali à régler cette question, je veux dire le Sahel, oui, à régler cette question-là, le résultat est là. C'est-à-dire que plus de 9 ans après, le bilan est catastrophique. S'il n'est pas nul, d'ailleurs. Il est catastrophique parce que être nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de point d'ombre, il n'y a pas de point de contestation. Il est catastrophique parce qu'il est ponctué à la fois d'une opérationnalité, à la fois de ce que le commandement de l'armée française appelle les bavures, mais que nous, les panafricanistes, nous appelons des exactions de l'armée française et alliée au Sahel, c'est-à-dire la tuerie des personnes, des civils en lieu et place terroristes, des viols, n'est-ce pas, des populations, et surtout une intervention qui repose sur une base illégale, c'est le temps qu'il n'y a pas eu, j'allais dire, une caution du Parlement, que ce soit malien, oui, que ce soit burkinabé, que ce soit nigérien, ou alors même de Paris, qui a donné cette tension, l'intention de cette intervention-là. Alors, Paris, qui n'a jamais gagné nulle part, est arrivé au Sahel avec plusieurs locomotives de ses alliés, que vous connaissez, regroupées au sein de la force multinationale Takuba, et puis la MINUSMA. Vous avez pratiquement plus de 30 000 étrangers, c'est-à-dire 30 000 militaires qui sont en situation irrégulière, illégale, mais qui ne font rien du tout. C'est dans ce contexte-là, d'absence de résultats, que le supplétif qui s'appelle M. Ouattara, qui n'a rien à voir avec le Sahel, vous l'avez indiqué dans votre introduction, sollicite donc non pas, n'est-ce pas, la force de la CEDEAO, pas la force des forces de défense et de sécurité, mais sollicite ni plus ni moins l'intervention de l'OTAN au Sahel. Je pense que nous sommes là dans une grande trahison, une fois de plus, de M. Ouattara, M. la mort, comme nous l'appelons. Déjà, M. Ouattara essaie de base arrière aux forces militaires étrangères, en l'occurrence françaises, et l'Union européenne, qui de temps en temps peuvent faire des excursions, soit du côté du Burkina Faso, oui, ou du Niger. Alors, dans ce contexte-là, justement, il est important qu'une solution, une autre alternative soit trouvée, à savoir l'autonomisation des armées des États des pays du G5 Sahel. Pourquoi? Parce que la solution pour résoudre nos problèmes de sécurité, de défendre notre intégrité territoriale, ce ne sont pas les autres qui doivent le faire, parce qu'ils sont plutôt un problème, non une solution. Nous devons, quand je dis nous, je parle des États africains, des pays africains, doivent s'inscrire dans le schéma que le Cameroun s'est engagé. C'est-à-dire l'autonomisation, la réforme et l'autonomisation de nos forces de défense et de sécurité. Parce que si, j'ai l'habitude de le dire, si le Cameroun avait attendu que les promesses de Hollande pour l'aider à lutter contre le Boko Haram se concrétisent, ou bien d'Angela Merkel se concrétise, je vous le dis toujours, le Cameroun serait devenu, c'est depuis longtemps, un État islamique.
Ces gens-là, ils ne respectent rien du tout. Ni leurs paroles, ni l'Africain, parce qu'ils ne sont pas en Afrique pour les intérêts des Africains, ni de l'Afrique. Ils sont en Afrique pour les intérêts, pour leurs intérêts géostratégiques, stratégiques ou économiques. Lorsque nous nous prolongeons dans un contexte historique, pour parler de l'OTAN, vous conviendrez avec moi que l'OTAN n'a jamais résolu un problème nulle part. Bien au contraire, j'ai eu à le dire dans une précédente émission, que l'OTAN a ses métastases sur le continent africain à travers Africom, qui, pour beaucoup d'analystes objectifs et je veux dire lucides, trouvent que Africom c'est une sorte d'incubateur de coup d'État. C'est-à-dire, Africom, qui est beaucoup de gens, qui est dirigé par les Américains, qui est l'émanation des États-Unis, est l'incubateur des conflits armés et de coups d'État en Afrique. Vous avez dans l'OTAN l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Ça a été créé en Occident pour résoudre les problèmes de l'Occident et non des problèmes des autres États. Malheureusement, comme ils se prévalent de tous les droits et ils se donnent donc les libertés de pouvoir violer leur propre droit international pour interférer dans les affaires des autres États. Vous avez tout à l'heure convoqué le cas de la Libye. Oui. Où justement, et cela ne fait l'objet d'aucune sanction, comme c'est le cas en ce moment avec la Russie, où nous avons vu l'OTAN conduit par le criminel Nicolas Sarkozy bombarder, n'est-ce pas, un pays, tuer un chef d'État en fonction, tuer des milliers de civils sans qu'elle réponde quoi que ce soit de ces crimes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand vous vous plongez dans ce contexte-là, pour ne parler que du cas du contexte libyen, je crois qu'il faut réfléchir par deux fois. Il faut être quelqu'un qui s'appelle Ouattara pour justement solliciter l'intervention de l'OTAN au Sahel. Jusqu'à preuve de contraire, 5 pays sont concernés justement par le problème au Sahel. Il s'agit du Burkina Faso, du Niger, du Mali, de la Mauritanie et du Tchad. Ouattara parle au nom de qui et de quel pays? Ouattara parle au nom de Macron. Il se prévaut le leader de la sous-région ouest-africaine. C'est pour cela qu'il peut donner des injonctions à tout le monde. Il pense que, comme il a usurpé sa fonction de président, oui, et qu'il est soutenu par Paris, parce qu'il a une belle famille, le Locoderme, et qu'il a donné la Côte d'Ivoire au Locoderme, qui se balade en armes, et les militaires qui vont en bois de nuit avec des armes et qui tapent sur les frères ivoiriens dans les rues, eh bien, il pense donc qu'il a ce mandat-là de pouvoir agir au nom et pour les intérêts, n'est-ce pas, du Mali, qui est sorti du bateau, de pouvoir agir au nom, justement, du Burkina Faso, qui est son pays d'origine, de pouvoir agir au nom du Niger, parce que là-bas, il y a un pantin qui s'appelle Bazoum, qui est une sorte de caniche de Macron. Il peut pouvoir donner des injonctions du côté de la Guinée-Conakry, parce que lui, il pense que c'est lui, le leader, c'est-à-dire le patriarche. C'est en ce titre-là, justement, que lui sollicite donc l'intervention du temps. Mais nous savons que Ouattara n'a jamais travaillé pour les Africains. Que ce soit du temps où il était au FMI, que ce soit du temps où il a été à la BCAO, encore moins que ce soit actuellement, il a usurpé la fonction présidentielle. Il n'a jamais travaillé pour les Africains, il n'a jamais travaillé pour l'Afrique. C'est un fils d'Afrique parce qu'il a la peau noire, il est né en Afrique, mais il n'a jamais travaillé pour l'Afrique. Donc, je pense qu'il s'agit là d'une autre révolution qui doit être engagée pour que cette forfaiture ne passe pas. C'est important de le préciser. Ouattara ne peut pas décider, se lever unilatéralement, comme il a fait dans le cadre, n'est-ce pas, du Macron, c'est-à-dire plastronner, n'est-ce pas, à côté de Macron pour annoncer que, n'est-ce pas, la mort du franc CFA et l'arrivée de le Macron que vous connaissez. Donc, c'est manquer de respect aux autres chefs d'État. Parce qu'il n'a ni mandat de ces chefs d'État qui sont élus par le peuple, il n'a ni le mandat de ces peuples-là.
Parce que les actes qu'il pose, il ne peut que les poser dans le contexte ivoirien, mais encore que dans son propre, sur son propre territoire, il est contesté. Albert Anatola, ici, depuis la déclaration d'Alassane Draman Ouattara de solliciter l'aide de l'OTAN dans le Sahel, jusque-là, c'est le mutisme entier et total, on va le dire ainsi, des chefs d'État concernés justement par le Sahel. Je parle bien sûr du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, du Mali et les autres. Le véritable problème, c'est que j'ai l'habitude de dire que la révolution portée par le gouvernement malien vient régulièrement brouiller les cartes de la forfaiture, de l'imposture, de ces gens qui pensent qu'ils peuvent réfléchir à lieu et place de nos États, de nos intérêts. Donc, le gouvernement malien, lorsqu'il dénonce ces fameux accords de défense, décide de sortir justement du G5 Sahel, ça veut donc dire un wagon qui s'est détaché et qui peut être suivi par les autres, parce que vous avez trois rebelles, s'il faut ainsi le dire, vous avez de l'autre côté, vous avez au Burkina Faso, Damiba, vous avez du côté du Mali, Goïta, du côté de Guinée-Conakry, Mamadou Doumbouya, qui sont des très mauvais élèves. Et comme c'est une jeune génération de révolutionnaires, ça oblige justement Ouattara et ses alliés, l'Union européenne, de Macron et de l'OTAN, de tempérer le jeu. Parce qu'à la suite justement de ces trois révolutionnaires, chacun à son niveau, ils sont soutenus. Ils ont un soutien populaire de leur population. Donc, ce qui fait que lorsqu'ils s'engagent dans un projet qui concerne les États du G5 Sahel, ils ont l'obligation de réfléchir par deux fois, parce que désormais, les Africains sont vent debout contre l'ingérence de la criminalité internationale, contre l'ingérence de Paris dans nos affaires, mais surtout contre la forfaiture, comme je l'ai dit tantôt. Albert Anatola, ici, il s'agit quand même du Mali et de la RCA. Et depuis qu'ils ont pris l'initiative de faire venir des instructeurs russes sur leur territoire, on n'entend plus parler de terrorisme. De quel terrorisme et surtout de quel problème va-t-on encore avoir dans le Sahel avec l'arrivée de l'OTAN? Non, je veux dire que tout à l'heure je vous ai dit que AFRICOM est un incubateur. Ce n'est pas moi qui le dis. Il s'agit d'une organisation qui s'appelle The Black Alliance Force, qui dit que l'AFRICOM est un incubateur de coups d'État, de conflits armés. Lorsqu'on parle de conflits armés, par extension, le terrorisme. Oui. Donc, alors, lorsque vous avez donc ce genre d'organisation militaire qui opère sur le continent africain, sur la bannière de la formation militaire ou bien de l'assistance humanitaire, vous comprenez parfaitement qu'avec ce vent révolutionnaire qui souffle sur le continent africain, notamment dans l'espace francophone et désormais dans l'espace anglophone, il y a quelques jours, je pense que vous avez vu les Sud-Africains justement soutenir notre lutte au travers du juge Malema, voilà, qui est sorti avec justement ses militants pour demander à la France des parties du continent africain. Donc ça ne se passe pas, cette révolution ne se passe pas qu'au niveau du Mali, ça ne se passe pas qu'au niveau de la Centrafrique. Mais pour revenir à votre question, ce qu'ils appellent les mercenaires, ils les appellent les mercenaires. Nous, on parle d'instructeurs. Nous savons qu'il s'agit des instructeurs russes, oui. Puisque quand ils utilisent les mercenaires, ça les arrange. Ils ont un nom, une dénomination un peu très améliorée, très colorée. Mais quand il s'agit des autres, eh bien, il s'agit des mercenaires. Mais je voudrais quand même vous rappeler, c'est une parenthèse, que dans le contexte ukrainien, que ce soit l'Union européenne, dans sa globalité, que ce soit les États-Unis, ils ont des mercenaires en Ukraine. Oui. Ils ont des mercenaires, des milliers de mercenaires. Mais ils disent qu'ils ne sont pas en conflit, hein, ils ne sont pas en guerre contre la Russie. Et pourtant, ils sont en guerre contre la Russie, non seulement au travers de leurs mercenaires, mais également au travers des armes qu'ils fourguent justement à l'Ukraine.
Je referme la parenthèse pour dire quoi? Pour dire que les États africains, les dirigeants africains ont le droit, la légalité, la légitimité nécessaire de choisir le partenaire qui leur convient. Lorsqu'il n'y a pas une exclusivité, il n'y a pas d'exclusivité de ce côté-là. Personne ne va interdire à la France, personne ne va interdire à la Belgique, ou bien à la Grande-Bretagne, à l'Italie, de chercher d'autres partenaires que par exemple la Grande-Bretagne ou peut-être, je veux dire, la Hongrie. C'est un exemple. Ils ont le droit, nous sommes dans un monde multipolaire désormais, où chacun a le droit de choisir ses partenaires au gré de ses intérêts. Parce que lorsqu'ils cherchent leurs partenaires, c'est pour leurs intérêts. Paris maintient le néocolonialisme sur le continent africain. Pourquoi? Parce qu'il aime beaucoup les Africains, plus quand même. Mais la France et l'oligarchie française maintient le néocolonialisme sur le continent africain. Pourquoi? Parce que ce néocolonialisme est une rente pour lui. Il parle de Paris. Quand je parle de Paris, je parle des dirigeants. Oui. C'est une rente à la fois géopolitique, c'est une rente économique, c'est une rente diplomatique. Parce que si la France perd pied en Afrique, mais elle devient moins qu'un an. Je reste justement sur ma question pour sortir de cet entretien, Albert Anatolaï. Ici, depuis la présence des instructeurs russes au Mali et surtout en République centrafricaine, on n'entend plus parler de terrorisme. Mais parce que justement, les instructeurs russes sont d'un accompagnement positif pour le Mali, pour la Centrafrique et les autres pays. Vous allez comprendre, vous avez constaté avec moi que de plus en plus, la plupart des États africains sollicitent l'intervention des instructeurs russes, notamment du groupe Wagner, si ça existe. Si jamais ça existe. Voilà. Donc, les instructeurs russes sont là pour travailler, pour accompagner ces États-là, pour les soutenir, pas seulement du point de vue de la formation, ce que les autres ne font pas, mais également du point de vue, n'est-ce pas, de la logistique. Transfert de technologie. Transfert de technologie, la logistique militaire, c'est-à-dire les hélicoptères, les drones, tout l'armement nécessaire pour combattre les terroristes. Il y a quelques jours, j'ai vu des images, justement, de l'arsenal des terroristes du côté du Burkina Faso. Avec un char, il y avait un char léger, il y avait des pick-up, il y avait des armes stratégiques, mais je ne sais pas comment un terroriste qui a de la peine à manger 3 repas par jour peut s'approprier pour acheter, comment fait-il pour acheter ce type d'armement, ce type de logistique. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fournit ça quelque part. Donc, je crois que désormais, donc, le paradigme a changé. Les instructeurs russes sont là pour nous accompagner et il faut quand même noter que, en dehors des intérêts géopolitiques, géostratégiques, la plupart des pays africains n'ont aucun passé colonial avec la Russie. Raison pour laquelle les autres qui ont un passé colonial avec beaucoup de pays africains, exception faite de l'Éthiopie, pensent que le temps, c'est encore à la recolonisation. Le temps est à la recolonisation de l'Afrique. Oui. C'est d'ailleurs un projet qui est porté par ces locodèmes-là, de notre genre, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut recoloniser l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Je sors en vous faisant comprendre une chose. C'est une très mauvaise idée de demander Ouattara, qui se dit un fils africain né en Afrique, c'est une très mauvaise idée de demander aux Américains de l'OTAN, aux Européens de l'OTAN, de venir faire un travail qu'ils n'ont jamais fait nulle part dans aucun coin du monde. C'est-à-dire venir instaurer la paix, venir lutter contre une menace. Nous savons ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire détruire, violer et tuer, et puis ça va. Après, ce sont des compteurs de reconduction. Il faut faire le business pour nourrir justement, pour nourrir du sang, justement, des populations, des États qui sont concernés par leurs interventions, par leurs opérations extérieures, de continuer de nourrir justement
le complexe militaro-industriel. Albert Natola, ici, je vous dis merci. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.